En fait, bon, le contenu de ce roman, c'est des choses que je revois depuis longtemps et que j'ai réussi à former justement sous cette forme-là quand j'ai trouvé le titre. Parce que le titre, elle est présent. C'est pour moi, pourquoi je l'ai mis au pluriel? Parce que ça pourrait être à la fois le contraire du passé et le contraire de l'absent. Dans les deux cas, le contraire de ce mot, ce serait le présent. Et puisque mon sujet, c'est exactement de parler des absents et du passé, et peu à peu, d'apprendre à se passer aussi de ces notions-là. Vous allez voir que mon personnage apprend à transformer ce qu'il croyait être une sorte de quête des origines, quête de vérité. Il finit par accepter de renoncer à ça et de choisir l'imaginaire. Et le contre-pied de cette quête qu'il croyait importante pour lui. Donc je parlais d'un puzzle, 5 pièces du puzzle qu'on a choisi, qui sont des chapitres à peu près complets, mis bout à bout, on en a pour 50 minutes. Et une autre micro-pièce, je vais commencer par celle-ci. Cette première pièce, c'est uniquement 3 lignes, mais elles sont très importantes. Théo, mon personnage principal, c'est Théo, vous allez voir. Théo n'a aucune raison de penser que quelque chose s'est passé dans cet immeuble, quelque chose qui le concerne. C'est certainement pourquoi il ne le pense pas, mais il l'éprouve intensément. Chapitre 7. Il l'entendait, cette fois, dans les lieux mêmes où elle prenait son origine. Théo est imprégné de cette sensation tenace. Quelque chose à cet endroit le concerne. Il voudrait élucider la nature du lien qui le raccroche à ce point géographique, et il se doute bien qu'il serait nécessaire, pour mener ce projet efficacement, de se pencher sur son passé. Il éprouve cette envie, oui, mais vaguement. Elle n'est pas assez puissante pour mettre en branle un véritable plan d'attaque. Pas assez, certainement, pour qu'il dérange sa mère avec cette histoire. Théo rencontre sa mère le samedi ou le dimanche. Ils ne se voient pas tous les week-ends, mais quasiment. Quand il ne se rend pas chez elle pour déjeuner, il lui donne un rendez-vous à Paris. Il l'attend dans un café ou à la sortie d'une station de métro. Par exemple, ils bavardent en terrasse sur le boulevard de la Bastille, puis ils descendent sur le port de Plaisance et, arrivés au bout du quai, ils empruntent la passerelle métallique pour traverser l'Écluse. Là, ils passent sous le pont Morland pour continuer leur balade sur les berges de la Seine. La mère de Théo n'aurait pas cru qu'il fût possible de se faufiler par là et de marcher si loin sans quitter le bord de l'eau. Et c'est précisément ce genre d'expérience que Théo aime partager avec elle. D'autres fois, ils papotent au soleil à la même terrasse de café, puis ils gagnent la rue de Lyon et gravissent les escaliers derrière l'opéra. C'est le départ d'une promenade aérienne au-dessus des boulevards, portée par les arches robustes de l'ancienne voie ferrée de la ligne de Vincennes. Théo a l'impression que tout le monde vient passer ses dimanches sur cette oasis suspendue, que c'est une sorte de point de ralliement incontournable. Mais étrangement, sa mère découvre ce lieu grâce à lui. Elle a pourtant vécu à Paris autrefois. À défaut de connaître l'état actuel de cet espace vert insolite, elle aurait pu se rappeler sa destination précédente, le chemin de fer, car elle a fréquenté ce quartier à la fin des années 1970, avant qu'il soit transformé. Alors, soit elle a oublié les choses qu'elle a vues à l'époque, soit elle n'y a jamais prêté attention. Elle n'a pas la passion de Théo pour les tracés urbanistiques et les millefeuilles topographiques. Elle prend plaisir à se laisser guider par lui et c'est déjà beau. La promenade longe l'avenue Daumesnil et enjambe le boulevard Diderot. Au niveau de la rue de Charenton, elle s'insinue dans un étroit couloir entre deux immeubles modernes, puis s'épanouit d'un seul coup. Ses contours se confondent avec ceux d'une placette dont le centre est occupé par un cadran solaire. Théo a beaucoup joué ici, il y a 20 ans. Les dimanches qu'il passait avec son père, sa mère le sait, mais elle ne reconnaît pas la configuration du lieu puisqu'elle n'y est jamais venue. De cette esplanade de béton s'échappe une passerelle surplombant une vaste pelouse. Ici aussi, Théo a des souvenirs. Ce n'est pas innocent s'il traverse cet endroit aussi souvent. La promenade s'enfonce ensuite dans une tranchée. L'ombre favorise le développement d'une végétation plus dense que dans la partie aérienne. L'atmosphère se fait humide et presque luxuriante. Quand le périple s'achève du côté de la porte de Montempoivre, il faut marcher encore, alors que la mère de Théo en a plein les pattes, c'est son expression, et lui explique que, pour se reposer,
il faut trouver un café, et que pour trouver un café, il faut remonter cette rue jusqu'au cours de Vincennes. Elle suit le guide, elle sait qu'elle peut lui faire confiance quand il est si sûr de lui. La mère de Théo connaît peu l'appartement où vit son fils. Il lui a fait visiter à plusieurs reprises les premières années, afin qu'elle sache à quoi ressemblait son nouveau décor. Il préparait un repas avec Édouard et l'après-midi s'écoulait en grignotant des chocolats qu'elle apportait toujours. L'invitation a été rarement renouvelée ensuite parce que ni Édouard ni Théo ne cultivent, pas même pour eux, l'art d'égrener les heures dans un espace clos. Ils cuisinent peu, leur appartement est étroit, ils ne connaissent pas d'activités intéressantes à pratiquer en intérieur. Ils préfèrent nettement jouir des grands espaces, se déplacer dans la ville, refaire le monde au bistrot. Aussi, Théo propose très naturellement à sa mère de partager avec elle ce qu'il croit être le meilleur de sa vie quotidienne. Il ne sait pas qu'elle persiste à croire que la vie quotidienne se matérialise entre les quatre murs de l'appartement et que, partant, elle est un peu vexée de ne jamais être répondue chez lui. La toute première fois qu'elle est venue rendre visite à Théo, il l'accueillit à la sortie du métro sur la place de la Nation. Elle reconnut aussitôt, à mesure que les escaliers automatiques lui révélaient, la large devanture à l'enseigne du canon, marquant l'angle du boulevard Diderot et du faubourg Saint-Antoine. Elle s'était souvent arrêtée là, seule à une table, le samedi vers 14h après qu'elle avait laissé Théo chez son père. Elle buvait un petit café sans sucre avant de reprendre son train. Une routine. Elle raconta ce souvenir à Théo qu'il ignorait et cet échange leur fit plaisir à tous les deux. Puis, Théo dit, en montrant le boulevard Voltaire, « Tu vas voir, c'est juste là, un peu plus haut, sur la droite. » Sa mère n'était plus venue à Paris depuis longtemps, en dehors de certaines promenades qu'ils avaient faites ensemble quand il était adolescent, à la manière de touristes, dans des quartiers que Théo ne fréquente presque plus, maintenant qu'il est parisien. Aussi, elle observait les façades du boulevard Voltaire avec la curiosité distanciée d'une personne qui les a bien connus 20 ans plus tôt, mais qui n'est pas vraiment sûre de les reconnaître. Elle s'adressa à Théo, mais avec le même ton que si elle pensait peu pour elle-même. Quand j'ai rencontré ton père, il habitait dans ce coin-là, c'était près de la Nation, sur ce boulevard, une chambre de bonne minuscule, il a vécu des années ici avant de s'installer chez moi. Cette histoire-là, Théo la savait déjà. Mais il l'écouta avec avidité parce qu'il l'entendait, cette fois, dans les lieux mêmes où elle prenait son origine. C'était tout petit et les toilettes étaient sur le palier, mais comme il était quasiment le seul habitant de son étage, il avait annexé une partie du couloir sans demander d'autorisation à personne. Il avait installé un petit meuble et son réchaud à gaz, c'est là qu'était sa cuisine. Ça finissait par avoir presque l'air d'un appartement. Il remontait le boulevard par le côté impair, ils arrivaient au niveau de la rue Montreuil. Son immeuble ressemblait à celui-ci, dit-elle, en montrant du trottoir opposé, quasi identique à toutes les autres. Lui montra une autre façade. C'est ici que j'habite, maman. Il poussa la porte. Le sol de l'entrée était orné d'une mosaïque et la mère de Théo aimait bien les mosaïques. Elle le fit savoir. Puis elle dit, ça aurait pu aussi bien être cet immeuble aussi, le sien. Ils sont tous un peu pareils. En montant l'escalier, elle demanda comment en être sûr. Théo n'en savait rien, mais il aurait bien aimé le savoir, lui aussi. Depuis cet épisode, l'idée avait son chemin dans la tête de Théo. À défaut de savoir où a vécu son père, Théo se passionne pour la réalité contemporaine de son propre lieu, pour tout ce qui est présent, doublement présent dans cet endroit, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace, ni passé ni futur, et tant pis pour les absents. Mais il semblait que ce n'était pas suffisant. Quelquefois, Édouard se fait violence pour le lui répéter, car il n'aime pas être insistant, Édouard. Ta mère a forcément gardé dans une boîte de chaussures au fond d'un placard des lettres de ton père, des papiers portant son adresse. Théo le sait bien, mais c'est comme ça. Il n'ose pas parler à sa mère de son désir et il préfère mener son enquête, seul, tranquillement, discrètement. Oui, mais c'est facile à dire de quels indices partira-t-il. Il n'en a aucun. Ce serait tellement commode pourtant de prononcer ces mots, juste quelques mots. Tu dois bien te souvenir, maman, si la chambre où il vivait à l'époque était dans cet immeuble ou dans un autre. Mais il est possible que dans le fond, la réalité matérielle n'intéresse pas Théo et qu'il préfère s'abîmer dans des conjectures, dans des fantasmes. Le passé n'existe pas, prétend-il. Si on est visité par des souvenirs si tenaces, si l'on parle du passé, si on le désigne par un mot, quel qu'il soit, si l'on est habité par son idée même, alors il est présent,
présent et vif. Il a sans doute raison, Théo, surtout quand il dit vif, car c'est un mot qu'on utilise pour décrire le caractère gai, virevoltant d'un enfant, plein d'énergie, et à la fois pour parler de la douleur piquante d'une blessure qui n'est pas encore fermée. L'attitude adoptée par Théo emprunte aux deux métaphores simultanément. Quand il s'adonne à la promenade dans les jardins parisiens, quand il dédie plusieurs heures chaque jour à la conversation avec Édouard, il le fait avec une énergie absolue qui n'est pas celle que la plupart des gens consacrent aux plaisirs innocents. Ce que fait Théo dans ce moment-là, il le fait sans légèreté. Il fonce tête baissée, dans un dérivatif puissant qui lui fait oublier sa blessure ouverte. Il emploie toute sa force à éviter de parler de la seule chose qui l'intéresse vraiment. Il trace donc, à force de tourner autour pour l'éviter, des cercles concentriques de plus en plus serrés autour de cette chose. Il s'en rapproche d'elle inéluctablement. Chapitre 3. C'est long, 10 jours. Théo a 9 ans. Il part en classe verte. Sa mère l'accompagne devant l'école et l'embrasse. Il monte dans le car et, depuis la fenêtre, il lui adresse des signes tendres avec la main et avec les lèvres pour dire au revoir, comme tout le monde. Puis il commence à bavarder avec ses camarades assis à côté de lui, devant lui et derrière lui. Et il se désintéresse peu à peu des signes que sa mère lui envoie en réponse. Il préfère papoter avec les copains, comme tout le monde. C'est la première fois qu'il part sans sa mère ni son père. L'aventure est excitante. En ce moment précis, il pourrait se souvenir sans aucune difficulté de la dernière fois qu'il a vu son père, de l'endroit où ils se sont trouvés, de ce qu'ils se sont dit, de ce qu'ils ont fait. Mais il ne convoque pas ce souvenir parce qu'il n'a aucune raison de le faire en ce moment précis, celui du car, le souvenir de l'autre moment, le dernier passé avec son père. Il n'y a rien d'autre qu'une circonstance répétitive, un épisode succédant à d'autres, dans le rythme rassurant d'une douce routine, un week-end sur deux, sauf les exceptions. Aucune péripétie ne vient bouleverser les habitudes, aucun incident ne réclame l'attention particulière. C'est seulement quand il reviendra de son voyage que Théo mesurera l'importance de ce souvenir. Alors, il le cherchera ardemment dans sa mémoire, il voudra s'y accrocher, mais il ne le trouvera pas. Pendant 10 jours, il visite les volcans d'Auvergne. Il réside avec ses camarades dans une ville d'eau, un grand bâtiment à volets bleus les héberge. Il y a une cantine, comme à l'école, et des chambres où l'on dort par 6 ou par 8. Quelquefois, la maîtresse embrasse les enfants pour leur souhaiter la bonne nuit, mais c'est seulement pour ceux qui veulent bien, et c'est pas tous les soirs. Le jour, les enfants se passionnent pour les typologies d'éruptions volcaniques. Ils apprennent les noms des roches et des minéraux sans effort, juste parce que ça leur fait plaisir. Au sommet d'une de ces montagnes endormies, ils sont accueillis par des météorologues qui leur montrent leur station d'observation en expliquant des phénomènes climatiques très complexes. Théo, comme tout le monde, connaît par cœur le nom des différentes couches atmosphériques. Il sait aussi identifier les nuages selon leur forme et leur texture. C'est lubies, c'est comme les dinosaures, ça lui passera avec l'âge, mais pendant ces 10 jours, il ne vit que pour ses classifications scientifiques. Au centre où ils habitent, il faut manger du tout. Et parfois, ce n'est pas bon. Ce qu'il y a de bien avec l'école habituelle, au moins, c'est que le soir, on peut se rattraper à la maison. Alors, Théo prétend avoir des allergies, et comme par hasard, ce sont les légumes bouillis que son corps ne peut pas tolérer, mais le mensonge ne prend pas, les adultes connaissent le truc. Un autre moment important du séjour, c'est une randonnée, entreprise par toute la classe sur le flanc d'un volcan, dans le sens de la descente. Il pleut à seaux, le chemin est boueux, l'eau découline des capuches vers les manteaux et ruisselle le long des manches comme dans des gouttières. Les flots se déversent en traçant de grandes rigoles où les pieds s'enfoncent. Théo est mouillé malgré ses vêtements qui sont imperméables, mais jusqu'à un certain point seulement. Il est glacé, comme tout le monde. Il grelotte. Dans le quart du retour, embué et surchauffé, il y a une ambiance de claquement de dents, je ne vous dis que ça. Tous les enfants rêvent d'une douche chaude pour la première fois de leur vie, arrivés au centre. Aucun d'entre eux ne renacle devant la salle de bain, aucun ne fera semblant d'y être allé. Même Théo
attend son tour impatiemment. Il se glisse dans la cabine avec soulagement, lui qui a pourtant détesté cet endroit les premiers jours, parce qu'il doit y faire, en même temps que tout le monde, les choses qu'il préfère faire à l'abri des regards. Ce soir, il reste le plus longtemps possible. Cela lui semble 1 heure, 2 heures, sous le jet chaud, jusqu'à sentir son corps regagner un à un les degrés qu'il avait perdus. Un plaisir véritable, oui, un plaisir. Il y a ça aussi, pendant ce séjour. Le matin, la maîtresse fait écrire des lettres aux enfants à destination de leurs parents. Pas tous les jours, mais au moins 2 ou 3 fois. Théo s'applique pour trouver les mots justes. Je ne parle que des volcans qu'il a visités et du musée météorologique. Il ne dit pas qu'il a eu plusieurs fois peur le soir, ni qu'il s'est ennuyé en fin d'après-midi, avant le dîner, à l'heure où les enfants s'amusent dehors. Il écrit à sa mère, il écrit à son père. Mais il ne saura pas si les lettres adressées à son père ont été lues. Il est presque impossible de le savoir. Cela dépend de la date à laquelle elles ont été postées et du délai d'acheminement. S'il en a envoyé une au tout début du séjour, il est probable que son père l'ait reçue, mais Théo, quand il se posera cette question ensuite, ne saura plus dire avec certitude s'il a vraiment écrit dès le jour de son arrivée. 10 jours, c'est tout de même un peu long. Il s'en passe des choses en 10 jours. On vieillit. Dans le quart du retour, la plupart des enfants roupillent. La mère de Théo, quand elle l'attend devant l'école, quelle expression a-t-elle sur le visage? Sur le chemin vers la maison? Parle-t-elle à Théo? Que peut-elle bien lui dire? À quoi peut-elle penser pendant ces 10, 15 minutes? C'est seulement quand ils sont arrivés pour de bon et que Théo a posé son sac dans sa chambre que la mère dit à Théo de s'asseoir et qu'elle lui dit que le père est mort. Théo pleure un peu, mais pas autant qu'il pleurerait s'il comprenait vraiment ce que cela signifie pour lui. Pour l'instant, il ne se passe rien de bien différent de l'habitude, si ce n'est que Théo rentre de voyage et que ça n'est pas dans ses habitudes de voyager seul. Son père n'est pas à la maison et c'est normal, puisqu'il n'habite pas ici et que Théo ne le voit qu'une fois tous les 15 jours. Ce soir, on croirait que ça ne change pas grand-chose à la vie de Théo qu'il soit mort, son père. Mais en réalité, ça change toute sa vie et il ne le sait pas encore. C'est probablement la semaine suivante qu'une cérémonie a lieu. Des gens que Théo connaît, d'autres qu'il ne connaît pas, se rassemblent autour d'une boîte en bois. Ensuite, les jours passent. Normalement, Théo va chez son père un week-end sur 2. Mais plusieurs week-ends sont déjà passés, il n'y est toujours pas allé. Les jours passent encore, puis les semaines. Il ne retourne jamais dans l'appartement de son père, près de la place de la Nation. Le temps est long. D'habitude, c'est beaucoup moins long, l'attente du 2e week-end. Pourtant, il passe très vite. Même aujourd'hui qu'il est grand, Théo ne comprend pas comment il est possible que le temps soit long et court à la fois, parce qu'un jour, oui, Théo est grand. Cet immeuble que j'ai déjà décrit sur le boulevard Voltaire, il y a 30 ans. Il ne se rappelle pas quelles furent ses premières impressions. Il était âgé de quelques jours, et les sollicitations étaient nombreuses. Il découvrait le monde à travers des sens nouveaux, et en même temps, il s'habituait à faire correspondre les mouvements de son corps avec sa volonté. Ces choses-là sont tellement cruciales pour l'avenir qu'elles s'enregistrent immédiatement dans un coin spécifique du cerveau qui les transforme en réflexes. Elles ne deviennent pas, à proprement parler, des souvenirs, et ne laissent aucune place aux sortes d'images que nous avons l'habitude de garder en mémoire lorsque nous sommes plus vieux. Il venait de naître 1,5 km plus au nord, tout droit, en prenant la rue Léon-Fron puis la rue Servan, dans un établissement que ses parents avaient choisi parce qu'il était réputé pour ses pratiques médicales et philosophiques avant-gardistes. Les soignants étaient formés sur place par de vieux médecins qui, eux-mêmes, avaient acquis leur savoir-faire lors de stages pratiques en Union soviétique. Je mentionne ce fait par seul souci historique, mais il n'a pas été déterminant dans la préférence des parents d'Édouard qui affirmaient ne pas se mêler de politique. L'époque était propice aux idéologies bien tranchées, mais étrangement, cette femme et cet homme semblaient glisser au travers, à la manière dont certains animaux très mous, les chats par exemple, se désarticulent pour se faufiler dans des interstices qu'on croit infranchissables. Peut-être ne firent-ils pas ces acrobaties en toute conscience.
Il est possible qu'ils n'aient pas véritablement appartenu à leur époque. Ils avaient choisi pour seule façon de s'inscrire dans le temps, de s'attacher très fort à l'alternance des saisons. Là, c'était la fin de l'été. Le temps était doux. Le père s'était présenté à la clinique avec un landau, en chemise et bermuda, avec des baskets qui montaient un peu sur la cheville, ainsi que tout le monde les portait au milieu des années 1980. La mère était vêtue d'une robe bleue légère. Elle avait déposé Édouard dans le véhicule qui lui était destiné, tout neuf, et il l'avait poussé jusqu'à la maison. Un petit lit à barreaux avait également été prévu, que les parents avaient placé dans leur chambre, c'est-à-dire dans la seule chambre de l'appartement. Édouard regardait le monde de tous ses yeux et se promenait dedans pour l'explorer, d'abord par l'imagination, puis à quatre pattes. Ensuite, il commença de marcher dans l'herbe du jardin public, où la terre moelleuse amortissait ses chutes. Il y avait une chose formidable dans ce jardin, qu'il apprit à domestiquer pendant sa 3e année, une grenouille en bois peint, montée sur ressort, que l'on pouvait chevaucher pendant des heures en rigolant. Édouard ne s'en privait pas. En vérité, ses parents n'avaient pas vraiment le goût de l'accompagner dans ses jeux, ni de participer à son éducation. Édouard s'en apercevait déjà parce qu'il passait de plus en plus de temps au square, avec les parents des autres, et de moins en moins chez lui, avec les siens. Quelque part en province, la mère d'Édouard avait un frère qui lui téléphonait tous les dimanches pour prendre des nouvelles du petit et qui ne savait pas parler d'autre chose. Il se passionnait pour le développement de cet enfant. Alors, cela se fit naturellement. On décida qu'Édouard irait vivre à la campagne. L'idée arrangeait tout le monde, y compris le principal intéressé, qui comprit aussitôt l'avantage d'habiter dans un endroit où les jardins sont immenses, où les animaux sont vivants plutôt qu'en bois, et où un adulte qui vous aime prend soin de vous. Quelquefois, ses parents lui envoyèrent une carte à Noël, mais cela ne faisait ni chaud ni froid à Édouard, qui les oublia progressivement. Le son de leur voix se dispersait comme un écho lointain, leur image disparaissait derrière un épais brouillard. L'oncle s'appelait Lucien. Il dégotait des tabourets de fer et des chevets Louis-Philippe qu'il réparait dans son atelier. Il leur rendait leur éclat pour les vendre au marché. Édouard était épaté par tant d'habileté, il n'apprit absolument rien, toutefois, des talents de Lucien. Il se contentait de les admirer. Il était plutôt du type contemplatif, comme garçon. À 15 ans, il partit au lycée de la ville la plus proche. Il y passa ses journées et ses nuits, parce que c'était un pensionnat. Il avait des amis, il n'était pas mauvais en classe, il était bien dans ses baskets, un peu montantes sur les chevilles, comme celles des années 1980, car la mode se répète sans cesse. Alors qu'Édouard s'appliquait à bachoter, son oncle reçut un appel téléphonique. Quelqu'un lui annonçait que sa sœur, son beau-frère, étaient partis en excursion dans les gorges de l'Ardèche, au milieu du Verdon. Un de ces endroits où les pentes sont abruptes et déchiquetées et où les apertas ne pardonnent pas. Ils étaient tombés dans un ravin et, contre toute attente, les corps qui avaient été retrouvés n'étaient pas tellement abîmés. Les visages étaient bien identifiables et affichaient une physionomie agréable, une expression de paix. Édouard n'était pas tellement triste de la perte qui le frappait, puisqu'on ne peut pas véritablement perdre une chose quand on ne l'a jamais eue. Par ailleurs, il était content de savoir qu'ils allaient trépasser ensemble et sans souffrir, car cela correspondait à l'idéal qu'il se représentait d'une mort sans douleur, où la peine la plus terrible, celle du survivant, était escamotée. Il réussit son bac, sans laurier et sans déshonneur, et s'inscrivit à l'université. S'il n'avait pas hérité de l'appartement de ses parents, il aurait opté pour une ville de province, car il est peu probable que son oncle eût réussi à financer un logement à Paris. Mais les circonstances étaient ce qu'elles étaient. L'appartement du boulevard Voltaire était alors rempli des possessions de ses défunts occupants. Édouard ne garda que les plus utiles à sa vie quotidienne, ainsi que certains objets qui semblaient être chargés d'une aura symbolique ou mémorielle. Il les plaça dans un coffre au fond de la banderie afin de les examiner plus tard. Lucien, qui possédait une fourgonnette à cause de sa profession, transporta jusqu'à Paris les affaires d'Édouard, ainsi que plusieurs petits meubles complémentaires retapés avec amour. Un nouvel équilibre se mit en place dans l'appartement. Un changement de plus pour ce vieux décor qui en avait vu d'autres. Et pendant ce temps, à la bibliothèque universitaire, Édouard, qui bûchait sur ses cours de linguistique, rencontra les yeux de Théo, qui faisait semblant de travailler sa sémiologie. On connaît déjà la suite.
Chapitre 10. Alors, on invente. Récit de Théo. J'y pense vachement à cette histoire, et donc à ce patelin. C'est vrai. Il n'y a pourtant rien de concret qui m'appelle, pas de piste tangible qui mènerait vers ce village, pas d'indice matériel, juste une intuition. À cause de cette anecdote qu'avait racontée le grand-père, qui relève plutôt de la légende familiale, sans doute. J'avais quoi, 12, 13 ans. Il était venu déjeuner à la maison, ça arrivait quelquefois. La fois où il a fait allusion à cet épisode généalogique, le grand-père, il avait aussi apporté le coquillage. Du coup, je mélange les deux histoires. Je ne sais plus si le marin disparu dont il a parlé est aussi celui qui a fait les gravures. J'étais épaté par la précision du dessin, les volutes du genre baroque qui s'enroulent sur la spirale du coquillage et la reproduction du bateau dans un médaillon. Je ne sais pas avec quel outil on peut faire ce type d'incision. La coquille est extrêmement dure, c'est un travail de patience. Du temps, ils en avaient quand ils partaient en mer pour des mois. Ils s'employaient à le tuer, le temps à le faire passer sans douleur. Ils s'occupaient les mains. Le gars qui a confectionné cette merveille, est-ce que c'est celui qui a fait naufrage? Comment savoir? Il n'y a pas de date sur le coquillage. Et le naufrage, ça peut être dans les années 30, à peu près. Mon grand-père est né dans ces eaux-là. Acte de naissance du grand-père. L'an 1936, le 16 septembre, à 7h du matin, a comparu F. Jean-Marie François, employé des chemins de fer de l'État, oncle de l'enfant, âgé de 42 ans, domicilié en cette commune, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né hier, à 5h du soir, au domicile de ses pères et mères, de L. Yves Jean, marin absent, âgé de 30 ans, et de F. Marie-Anne, son épouse, ménagère, âgée de 26 ans, tous deux domiciliés au lieu dit Kerlouik, auquel on a donné les prénoms de Jean, François, Yves. Noms et qualités des témoins, le grand-père cultivateur, un garde champêtre. Signature, paraphe élégant du maire. Théo relit le papier. Marin absent. Il ne sait pas ce que cela signifie. Alors il invente. Chapitre 16. Histoire d'Yves ou d'Erwan. Yves avait 30 ans, mais il ne les faisait pas. Théo ne peut pas imaginer ce personnage plus vieux qu'il ne l'est lui-même aujourd'hui. Il s'agit pourtant de son arrière-grand-père. Il serait donc logique de se le représenter en vieillard. Oui, mais le papier à la mairie a fixé son existence sous la forme d'un jeune homme. Il ressemble donc à Théo. Ou plutôt, il est Théo, 80 ans plus tôt. Il est donc infiniment plus jeune que lui. Ou encore, il avait l'âge de Théo, mais il paraissait 10 de moins. Le genre de garçon qui ne vieillissait pas, qui gardait quelque chose d'enfantin dans le sourire, une lumière accrochant le regard, un éclat inspirant l'idée même de jeunesse et qui dissuadait quiconque de s'attarder sur les détails, sur les plis commençant à marquer la peau, sur les premières pointes de blanc apparues dans la tignasse brune. Yves était de ces hommes-là. Sa peau se mouchetait même l'été de taches de rousseur. Il vivait au village, dans un écart au nom chantant. Il avait exercé après son certificat d'études plusieurs petits boulots. Il était doué pour pas mal de choses. Il n'était cependant pas bon pour rester en place, le plus souvent.
il travaillait avec un copain, Henri, qui possédait un bateau arrimé au petit port de l'île de Sieck. C'est l'île qu'on voit face à l'hôtel des Bains, à marée basse. On peut la rallier à pied depuis la plage avec des bottes. Les pêcheurs portent toujours des bottes. Ça ne leur pose donc aucun problème. Pour Théo, en revanche, c'est différent avec ses baskets. Il ne s'y risquerait pas. Il s'enliserait. Il arriverait dans un état, je ne vous dis pas. Et comme c'est Théo qui raconte cette histoire, ou plutôt qui invente la vie d'Yves, il est normal qu'il la mêle à des réflexions personnelles. Par exemple, il se demande si le prénom donné à son ascendant, déclaré à l'état civil, était une ruse destinée à tromper l'administration, fomentée par des parents qui, en réalité, parlaient breton. Et il se demande si la famille d'Yves l'appelait véritablement Yves à la maison, ou bien Erwan. Le détail est tout de même important pour se figurer les personnages de l'histoire, savoir dans quelle langue ils s'exprimaient, et sous quel nom ils se faisaient connaître auprès de ceux qui comptaient pour eux. Théo a envie de croire que son aïeul répondait au prénom d'Erwan, prononcé dans la voix de ses intimes. L'idée donne une couleur d'intrigue au récit, une identité complexe, une ambivalence, double fond. Erwan, appelons-le Erwan. Les matins, Erwan s'éveillait très tôt. Il laissait dormir un peu Marie. Marie. Ne lui donnait-il pas plutôt ce prénom, Maria? Maria, qui se lèverait juste après son départ. Il pédalait jusqu'à Kerbrat, puis sur la passerelle qui enjambait l'estuaire de l'Orne. Dans la forêt, nuit noire, il continuait tout droit, son vélo laissé devant la plage. Il traversait l'étroite langue de sable vaseux qui la séparait de l'île, ou bien, s'ils étaient marée haute, il passait de l'autre côté avec la barque d'Henri qu'il avait attendue exprès. Il s'absentait juste pour la journée. Il pêchait la sardine dans la baie et revenait le soir. Les poissons, aussitôt débarqués sur l'île, étaient mis en conserve. L'opération a été assurée en circuit court, comme on dirait aujourd'hui. Cette idée plaît à Théo, car elle lui semble pleine de bon sens, en comparaison de ces absurdes expéditions de Terre-Neuve consistant à nourrir des Européens avec des morues attrapées au bout du monde, et à quel prix? Le prix humain, on s'entend. Le cabotage d'Erwan et d'Henri n'était certes pas de tout repos non plus, mais ils étaient tout de même plus raisonnables, tant sur le plan de l'exploitation des fonds marins que de celle de l'homme par l'homme. La tâche était fatigante, difficile, risquée. Il fallait pouvoir compter sur un bon copain. Erwan en était un pour Henri. Mais il n'était pas fiable sur la durée. Il ne voulait pas promettre. Il continuait ainsi. Il disait « Je te donne un coup de main, ça me plaît », sans se projeter dans l'avenir. Il ne s'associait pas à l'affaire d'Henri, qui redoutait alors qu'il filât du jour au lendemain. Sur le duo planait une sorte d'insécurité, du point de vue d'Henri. Une aventure qui guettait au coin du bois, pensait plutôt Erwan. Pour lui, la pêche n'était qu'une activité possible parmi cent autres 15 ans plus tôt. Il avait été embauché comme homme à tout faire, alors qu'il n'était même pas encore un homme, au restaurant de l'Hôtel des Bains. Il épluchait les légumes, cultivait à Cléder et Sibiril, acheminé par le train jusqu'au marché de Saint-Paul-de-Léon. Les plats étaient élaborés sur place, à base de produits locaux et de saison, puisque c'est toujours Théo qui imagine cette histoire et il l'a ponctue de détails socio-économiques qui la rendent sympathique. Un camarade d'arrière-cuisine, Aristide, voulait poursuivre une carrière gastronomique. Il exerçait donc sa mission avec plus de cœur qu'Erwan, dans l'idée de progresser. Il s'employa ensuite dans plusieurs établissements du coin, afin de tous les essayer, de préciser son goût. Son goût, en fait, était surtout celui de changer d'endroit sans arrêt. D'autant plus souvent qu'il éprouvait de grandes difficultés à supporter le pouvoir exercé par ses patrons. Il valait mieux qu'il les quittât à temps avant que leur relation ne tourne mal. À Morlaix, il rencontra une petite qui avait des attaches dans la Somme ou dans l'Oise. Ils s'aimèrent, ils se mirent à la colle, et, quand il fallut changer de boulot à nouveau, ils partirent là-bas. Pour Aristide, toute modification de son décor quotidien était un exotisme. Il s'accommodait de n'importe quoi, pourvu que la situation ne durât pas trop. La plaine de Picardie avait des avantages, mais la mer lui manquait, il fallait l'admettre. La jeune fille trouva une place dans une usine de chaussures, une bonne place, loin des produits chimiques, des solvants, des vapeurs de plastique. Elle tenait les livres de compte, bien au chaud dans un petit bureau avec vue. C'était agréable, pas trop crevant. Et elle avait de bonnes raisons de croire que ça s'améliorerait encore grâce aux copains du syndicat dans lequel elle plaçait beaucoup d'espoir et d'énergie. Elle voulait s'enraciner, elle ne déménagerait plus. Aristide lui répondit qu'il était d'accord pour rester à condition qu'elle lui permît des allers-retours, des escapades. Il retourna en Bretagne plusieurs fois, l'été, pour la saison touristique.
C'est de cette façon qu'il entretint le contact avec Erwan. Aristide était un chic camarade, c'était bon de prendre un boc avec lui le soir, de marcher sur la plage, raconter la pêche, les sardines. Aristide confiait ses envies de bougeotte, le bateau dont parlait Erwan lui donnait des idées, mais à lui, il aurait fallu un plus gros bateau, avec beaucoup de monde à bord, le type d'embarcation qui réclame un cuisinier pour nourrir ses hommes. La suite arriva tout naturellement. L'automne qui précédait 1936. Erwan reçut une carte postale d'Abbeville. Aristide lui expliquait qu'il rejoignait l'équipage du commandant Charcot sur un 3-mâts qui s'appelait le Pont, qui était sur le point de quitter Saint-Malo pour le pôle Nord. Il avait écrit la carte dans le train de nuit, il l'avait mise à la boîte sur le port, il se trouvait déjà au large lorsqu'Erwan l'a reçu. Il était épaté, Erwan, parce que lui aussi, il aurait bien aimé voir les pingouins et les manchots. Quelle différence y a-t-il entre les deux d'ailleurs? Et puis les ours blancs, et puis les morses, qui sont des sortes d'otaries aux dents de sapin. Ça lui changerait les sardines. Il évoqua auprès de Maria l'aventure d'Aristide, mais il en souffla un mot à Henri. Celui-ci aurait été tenté de comparer son modeste esquif au navire d'exploration du commandant Charcot, et clairement, il ne n'arriverait pas à la cheville. Il se ferait de la peine pour lui. Maria, quant à elle, écoutait avec passion. Elle n'était pas rassurée quand elle voyait les étoiles dans les yeux de son homme, mais enfin, elle comprenait qu'il fut excité par l'aventure de son copain. Elle aussi, elle trouvait ça chouette, les pingouins. Et puis, à cette époque, la plupart des femmes n'avaient pas d'opinion à donner sur les décisions, les projets ou les lubies des maris. On ne leur permettait pas. Elle s'estimait déjà heureuse que le sien partageât avec elle les images qui passaient en travers de sa tête et qui, parfois, restaient coincées dedans. Jour après jour, il lui parlait de plus en plus souvent du pôle Nord. Il s'inscrivit même à la bibliothèque du village. Ça avait été l'occasion de revoir son maître d'école qui tenait à bout de bras cette petite institution. Il emprunta un atlas pour se renseigner, ainsi qu'un album consacré au voyage de Bougainville. La région parcourue dans ce périple n'avait rien à voir avec le cercle polaire. Mais Erwan n'avait rien d'autre à se mettre sous la main, car il n'y avait pas un choix immense au rayon des explorations maritimes. Il était déjà content d'avoir ça à lire. L'hiver passa ainsi. Il espérait recevoir une nouvelle carte postale. En vain. Arriva le printemps, sans nouvelles d'Aristide. En mai, Erwan donna son vote au Front populaire. À Maria, le système électoral n'avait pas demandé son avis, mais elle l'avait exprimé quand même à son amoureux. Elle avait encouragé son choix. Elle se réjouit donc avec lui de l'avènement des jours heureux, tout en sachant que, bon, dans l'immédiat, leur vie ne changerait pas franchement, ils se rendaient à l'évidence, puisque ni l'un ni l'autre n'était salarié. Maria était à la maison, Erwan bricolait avec Henri, qui lui donnait un petit billet sans que l'État n'en survient. Alors, les augmentations de salaire, la limitation du temps de travail, c'était pour les autres. Aussi, ce n'était pas pour eux-mêmes qu'ils s'enthousiasmaient. Ils savaient désormais que la petite chose qui grandissait dans le ventre de Maria, qui deviendrait bientôt un enfant, connaîtrait un futur radieux. Une carte arriva. Le cachet de la poste faisait froid et elle avait été envoyée chez Cherbourg la veille. On était Aristide disait à son ami que, pourquoi pas, faisait escale quelques jours avant de repartir pour le Groenland. Il était taquet. Il en profitait pour lire la presse, qui rendait compte des accords signés à Matignon en rapport avec les congés payés. Aristide écrivait « Tu comprends ? Mamie s'est démenée pour obtenir ça, alors elle est folle de joie. Elle les a bien méritées, ces 2 semaines de vacances. L'usine ferme le 1er août. Elle me réclame. Elle dit qu'elle veut pouvoir parler avec moi. Je ne peux pas lui refuser un truc pareil. » Tous les détails qu'Aristide déployait sur le papier du bout de sa plume d'écolier avaient un seul objectif, persuader Erwan de prendre sa place sur le bateau, afin qu'il pût, lui, débarquer pour de bon, et passer l'été à terre pour retrouver la Picardie et sa petite chérie, prendre la route en tandem, pédaler sur la Nationale 1 et visiter la capitale. Erwan avait déjà compris l'idée avant de lire les dernières lignes. Il se comprenait à demi-mot, Aristide et lui. Alors, il annonça à Maria que c'était une chance, qu'il ne se représenterait sûrement jamais, qu'il n'y aurait aucun souci pour le boulot, qu'il saurait faire l'affaire comme cuisinier à bord parce qu'il avait été commis d'épluchage à 15 ans, et que grâce aux copains et au Front populaire, il verrait bientôt les manchots glisser sur le ventre le long des mers de glace. Maria pleura, évidemment, Erwan aussi. Ils firent l'amour comme si c'était la dernière fois, et c'était, justement, la dernière fois qu'ils le faisaient. Ils ne pouvaient pas le savoir, pourtant.
Au matin, Erwan prit le train. Il changea à Saint-Paul-de-Léon, puis à Morlaix et Saint-Brieuc. Il passa à travers Dinan, Avranches, Coutances et Saint-Lô, à Cherbourg. Il trouva son camarade, comme convenu, au bistrot indiqué par celui-ci. Il va falloir la jouer fine, expliqua Aristide. Normalement, j'ai signé pour les accompagner jusqu'au bout de la campagne. On n'est pas censé laisser tomber comme ça en plein milieu, mais si je les plante juste avant de lever l'ancre, et que du même coup, je leur te présente comme la perle rare, ils n'auront pas le choix. Et ça s'est passé comme ça. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, quittant le port de Reykjavik, le pourquoi pas, passa le phare des Akranes, qui n'est pas celui de Seltjarnarnes. La confusion de l'un pour l'autre fut fatale, car la zone était dangereuse. Le navire fut projeté contre des récifs, les moteurs noyés, et l'équipage n'eut pas le temps de sortir les voiles. Déjà, un nouveau choc brisait le mât d'avant. La chaudière explosait. Les corps portés par le ressac et déposés sur le rivage ne furent pas tous identifiables, mais la liste des membres d'équipage était infaillible. Grâce à elle, on ne pouvait pas se tromper. On donna une identité à chacun des infortunés, étendus sur la plage. Au même moment, au village, un petit Jean poussa son premier cri. Son oncle le déclara aux autorités parce que le père ne pouvait pas le faire. Il était absent. On ne prit pas la peine d'expliquer au maire en quoi consistait la combine qu'Erwan avait arrangée avec Aristide, qu'il fut perdu dans la mer d'Islande, au large de Kerbrate. Ça ne changeait pas grand-chose pour le petit orphelin et la jeune veuve. Aristide, lui, ne fut pas fâché d'être déclaré mort. Pendant ses vacances à Paris, avec la petite Lulu, ils avaient noué des amitiés et s'affolé des projets qu'il valait mieux ne pas ébruiter. Il trouva donc que le hasard faisait bien les choses. Être mort, c'était pratique pour le genre d'activité auquel il se consacrerait désormais. Et puis, ayant péri lors d'une mission glorieuse, il eut droit à un hommage national à Notre-Dame de Paris, qui le fit bien rigoler parce qu'il était anarchiste. Il partit en Espagne avec Lulu et une poignée de camarades. Ils se battirent comme des braves pour défendre Barcelone et la liberté. On ne sait pas ce qu'ils devinrent ensuite, elle et lui. Peut-être qu'ils vécurent encore un peu, qu'ils ne furent pas tués là-bas, qu'ils retrouvèrent la France après la défaite. Peut-être qu'elle rejoignit les copains de l'usine ou qu'elle entra dans un maquis. Peut-être qu'il intégra, lui, l'armée de la France libre avec d'autres anciens de Catalogne. Peut-être même qu'il revint à Paris avec eux en août 1944 pour libérer la ville. Puisque cet homme-là était déjà mort en mer d'Islande depuis longtemps, il n'avait plus de raison de recommencer. Il ne mourut donc plus jamais. Il ne vieillit pas. Il resta grand et brun, les épaules larges, le sourire blanc. On le rencontra encore, partout, sur d'autres bateaux, d'autres barricades. On le trouva sur plusieurs continents, des décennies plus tard. On tomba sur lui en 1980 sur la plage de Kerbrate, retiré du tapage de l'histoire et écoutant la solitude face à la mer. On perdit sa trace à nouveau. On ne lui courut pas après car on savait qu'il reparaîtrait. On ne fut pas étonné, dans le premier quart du XXIe siècle, de découvrir qu'il crêchait au dernier étage d'un immeuble du boulevard Voltaire. Bravo.